Bonjour, l'objectif de ce cours en ligne est de vous parler d'un polluant émergent. Ce sont les sons qui sont émis sous l'eau par les activités humaines. Et je vais vous parler des impacts sur l'écologie d'un grand groupe de mollusques, les bivalves marins. Pourquoi? Parce qu'ils sont d'un intérêt aquacole et halieutique. Et ils ont aussi un rôle fonctionnel, notamment dans la limitation des blooms d'algues toxiques. Cousteau avait tort, l'océan est bruyant. Et quand nous mettons un hydrophone dans cet océan, nous sommes capables d'enregistrer une multitude de sons qui proviennent de différentes origines. Donc nous avons premièrement des sons qui sont associés à l'environnement physique. La pluie, les vagues, on peut même avoir des séismes qui vont caractériser ce que l'on appelle la géophonie. Après, les sons peuvent être produits par des organismes marins. Alors on connaît bien les mammifères marins, les baleines, les dauphins. Mais nous avons démontré dans les dernières années que les invertébrés, et notamment les crustacés, sont capables d'émettre des sons très caractéristiques, comme les homards, comme les langoustes, et qui se propagent sur des longues distances. Cela caractérise donc la biophonie. Quand on regarde aussi, nous ne sommes pas dans un environnement vierge, il y a beaucoup d'humains, et ces humains, par le trafic maritime, par l'installation de parcs éoliens dans l'os, vont générer des sons anthropiques, ce que l'on qualifie d'anthropophonie. Vous voyez sur ce graphe, vous avez en abscisse l'échelle de fréquence qui va de 1 Hz jusqu'à 100 kHz, et puis en ordonnée, l'échelle qui est en décibels. Donc cette échelle, c'est une échelle logarithmique, ce qui veut dire que si vous augmentez de 3 dB, vous allez avoir un doublement du son. Donc nous pouvons atteindre dans le milieu naturel des niveaux très élevés lors d'explosions sous-marines, des mines qui explosent notamment, avec des niveaux supérieurs à 290 dB. Et puis, lors de la phase d'installation d'un parc éolien, vous avez du battage de pieux qui peut atteindre 200 à 270 dB selon la forme et la taille du marteau, et puis le forage à 190 dB. Pour le trafic maritime, nous sommes à des niveaux qui sont inférieurs. On parle de 175 dB pour un porte-container assez conséquent. On se pose la question de l'impact de ces sondes anthropiques sur des bivalves marins. Alors un bivalve marin, il peut coloniser des zones rocheuses comme les moules bleus, qui sont un modèle que nous étudions beaucoup, mais aussi des zones sableuses, et je vais vous parler d'une espèce assez emblématique pour nous, qu'est la coquille Saint-Jacques, Pecten maximus. Ces organismes vont disposer d'un organe sensoriel abdominal qui intègre toute une couche de cils sensoriels qui sont sensibles à cette vitesse particulière, ou pour d'autres mollusques, des statocystes. Un statocyste, c'est une cellule au sein de laquelle vous pouvez avoir une particule ou plusieurs, des statoconia, qui sont en fait en carbonate de calcium. Et quand vous avez le déplacement d'une onde sonore, vous avez une agitation de ces particules qui vont toucher des cils sensoriels et générer un influx nerveux. Donc quand on compare l'audition d'un bivalve, un bivalve, ça entend surtout des basses fréquences, inférieures à 1000 Hz, et ça tombe vraiment pile dans la même gamme de référence que les sons qui sont émis par les activités humaines. En France, vous avez deux grandes sources d'anthropophonie, le trafic maritime, dont je ne parlerai pas beaucoup aujourd'hui, et puis tout ce qui est EMR, les énergies marines renouvelables, via l'installation de parcs éoliens sur toutes les côtes françaises. Je vous parlerai de la phase d'installation qui inclut deux opérations, le forage et puis le battage de pieux. Donc quand on parle d'impact, je vais travailler moi particulièrement sur le cycle de vie des mollusques. Et ces mollusques, dans nos zones tempérées, ils possèdent un cycle de vie bentopélagique, c'est-à-dire qu'il y a une fécondation dans l'eau, une émission de larves qui vont durer pendant 2 à 3 semaines, jusqu'à une larve que l'on qualifie de compétente. Elle est apte à se fixer et à se métamorphoser. Elle possède un pied et elle est équipée aussi de statocystes. Cette larve, une fois fixée et métamorphosée, va donner un juvénile et un adulte. J'ai besoin de vous présenter une théorie qui est la théorie de la larve désespérée, qui stipule que des larves, plus elles vont rester dans la colonne d'eau, plus elles vont consommer leurs réserves, et elles vont être moins aptes à sélectionner un habitat favorable par rapport à un habitat qui est défavorable. Pour arriver donc à ce stade de larve désespérée, qui est un stade où la larve peut se fixer sur un habitat et mourir par la suite.
Il y a donc des signaux négatifs qui vont retarder cette métamorphose, d'autres qui vont l'accélérer. Et nous avons, pour estimer l'impact de nos sons anthropiques sur nos larves, nous avons développé un système qui s'appelle le système larvosonique, qui est un mésocosme dans lequel on va recréer des conditions d'émission sonore HD avec une limitation de tout ce qui est phénomène de résonance et de réverbération des ondes au niveau de ce bac. Les larves sont dans des systèmes de cylindres dans lesquels vous allez avoir des algues sur lesquelles elles vont pouvoir se nourrir. Et nous pouvons donc tester différents types de bruits, des bruits impulsifs comme le battage de pieux et des bruits continus comme le forage. Et vous voyez les bandes de fréquences qui sont associées à la droite de cet écran. Nous avons démontré, après des expérimentations assez courtes, que le forage avait un effet négatif et retardait la métamorphose, alors que le battage avait tendance à l'accélérer. Alors on peut se dire que c'est bon pour le battage de pieux, c'est donc positif, puisque ça diminue la dispersion larvaire, la prédation qu'il peut y avoir de nos larves dans la colonne d'eau. Mais par contre, si ce battage est émis sur des zones qui sont défavorables à la vie future de la larve, eh bien, il y aura un problème avec une surmortalité de ces larves qui se sont trompées en fait, de signal. Nous avons voulu aussi travailler, c'est venu de la part de questions de pêcheurs en baie de Saint-Brieuc, sur l'impact de ces sons sur la reproduction des coquilles Saint-Jacques. Nous avons donc exposé des adultes de coquilles Saint-Jacques, les fait pondre pour avoir des larves, et nous avons remarqué qu'il n'y avait pas de mortalité excessive de ces larves, ni des adultes, pendant la phase d'exposition, mais par contre que quand les parents étaient exposés au battage de pieux, eh bien leur progéniture était beaucoup plus performante. Il y a donc des phénomènes compensatoires que ces adultes sont capables de faire. Les croissances larvaires sont meilleures, la métamorphose est accélérée, et donc nous qualifions cet effet d'un effet maternel, anticipatoire, et qui traduit bien que le son anthropique est un stress pour notre organisme et qu'il peut mettre en place ces mécanismes compensatoires. Les conclusions de ce travail, c'est que nous avons, nous en tant qu'écologistes marins, oublié que le son pouvait être un facteur très important. C'est un peu logique dans l'évolution de ces organismes, puisque le son peut être entendu alors qu'on a des conditions de nuit ou de turbidité majeure dans la colonne d'eau notamment. Et nous avons un réel déficit de connaissances sur ces impacts acoustiques, ces impacts anthropiques. Nous avons besoin de définir des seuils de tolérance qui vont être intéressants pour la gestion de ces bruits, du trafic maritime, de ces parcs éoliens à l'avenir. C'est aussi un moteur d'évolution de la dynamique des communautés, puisque si vous partez d'un assemblage avec X espèces, qu'il y a des espèces qui ne sont pas sensibles à ces sons anthropiques, d'autres peuvent être inhibées, d'autres vont être facilitées, eh bien, au bout de multiples cycles de reproduction, vous allez avoir un assemblage qui va complètement changer. Donc vous voyez que nous avons vraiment un défi à relever pour les prochaines décennies pour répondre à ces questions de seuil, répondre à ces questions d'impact et développer des recherches en écoacoustique.